Alors, je vais vous présenter un peu l'histoire de Pleidcare et puis ensuite les collègues vont enchaîner. Comme beaucoup de recherches, c'est une histoire de rencontres. Rencontres primaires, rencontres secondaires. Alors évidemment, autour de cette table, vous avez des visages qui sont familiers. On n'est pas si nombreux à être infirmiers impliqués dans la recherche ou autres soignants impliqués dans la recherche. Donc forcément, on se recoupe. Travailler avec Loïc, on travaille avec Yvonne. Et puis, dans notre parcours, on a rencontré une discipline qui, pour moi, a toujours eu un intérêt particulier, enfin, pour une autre discipline qui est la nôtre, qui est la psychiatrie. Et c'est vrai que les sociologues, je pense à Livia Velpri, quand elle avait fait son observation, le travail au quotidien, et il y a une dizaine d'années, peut-être pas tant, Frédéric, on commençait à se croiser à l'époque sur le Vinatier. Sophie, tu t'en rappelles? Et tu étais donc dans ton travail de thèse sur une étude 2 fois 6 mois dans une unité. Et ça a donné effectivement un ouvrage, hein, le travail des infirmiers en psychiatrie, ou plutôt regard sociologique sur le travail des infirmiers en psychiatrie. Et donc des croisements. Et on se trouve et on se recroise. Deuxième intervention, c'est que il y a 5-6 ans, dans le cadre du CRMC, du Centre régional ressources métiers, une de ses missions, c'était développer la recherche. Donc on avait mis sur place un comité, un groupe régional de recherche, hein, qu'on avait essayé d'impulser, avec un comité scientifique déjà. Et puis la question qui nous intéressait, qui était un peu en prolongement de la nôtre, c'était sur la question du moindre recours. Donc on était déjà effectivement dans ces années-là, 2017, hein, et on a travaillé la question qui était devenue impact de l'intervention à cette époque infirmière sur le moindre recours à l'isolement et à la contention. L'idée, c'était d'aller à la recherche des savoirs contenants qui permettent de limiter le recours. Et donc, il y a eu une étape exploratoire qui avait été réalisée par les collègues du groupe CRMC. Et ensuite, le CRMC, pour des raisons de structure, institutionnelle, s'est éteint, mais il est resté le travail. Et on s'est toujours dit, on va valoriser quand même cette étape exploratoire. Et dans l'étape exploratoire, certains y avaient participé, hein, Fouad, je pense à toi, à d'autres. Hein? Olivier, d'accord. Il y avait des premiers constats. Les premiers constats, c'était la variabilité des savoirs contenants entre les services, hein, et ceci indépendamment de l'effectif. D'accord ? Donc, on avait des services où il y avait peu de stratégies alternatives, indépendamment des effectifs, et donc un niveau de fermeture ou de clôture spatiale assez important. Et de l'autre côté, des unités qui n'étaient pas mieux loties, mais des stratégies alternatives importantes. Donc, l'enseignement de l'étape exploratoire, c'était peut-être pas trop la peine d'aller investiguer les lieux où il n'y avait pas trop de stratégies alternatives, c'est-à-dire que si tout le monde dans le service vous cite le sac de frappe comme alternative, ça n'en fait qu'une. Si vous allez à côté et que vous en avez 10 ou 20, il vaut mieux aller voir à côté. Et c'est dans cette idée qu'on a continué à travailler, qu'on s'est rencontrés avec Frédéric, repris contact, avec Sébastien. Alors Sébastien, je t'avais repéré effectivement à un moment donné parce que tu étais intervenu sur Villévrard. Et donc on s'est mis en contact et puis vous êtes passé au GRSI et puis on s'est dit on a quelque chose à faire ensemble. Et puis donc on s'est revus et notre objet de recherche a pris forme. Et l'objet de recherche était effectivement de faire une recherche aujourd'hui sur les établissements qui, en France, on n'en est pas là, ouais, ont des pratiques de moindre recours. Donc l'idée, c'était d'aller chercher grosso modo les compétences, les savoirs et les organisations là où elles existent. Alors, on a construit une équipe. Je regarde si j'ai oublié. Ouais, ouais. On a construit effectivement une équipe. Donc au départ, il y a une particularité, c'était qu'on est dans une recherche bidisciplinaire. Sociologie, on va dire, sciences infirmières. Et donc on est commencé avec l'équipe projet, qui est là. Et puis petit à petit, on s'est agrandi. On a inclus Livia Velpri, Daria, et puis Delphine Moreau. Et donc c'est important parce que on a quand même eu des compétences importantes. Les sociologues, vous êtes, je ne sais pas, une douzaine à travailler en France, un peu plus spécifiquement, tu préciseras, sur la dimension de la psychiatrie et sur ces dimensions, effectivement, de la contrainte. Et puis donc, on a créé également un comité de suivi pour nous accompagner dans notre objet de recherche avec d'autres ressources. Mais du coup, j'ai oublié de citer Magali Coldefi, où elle est là, elle est dans l'équipe, elle est dans notre équipe. Ouais.
Oui, Magali Coldefi qui nous a rejoint. Donc Magali Coldefi, pour moi, ça a toujours été une référence quand elle travaillait sur l'IRDES, parce que dès qu'il y avait besoin d'un chiffre en France sur l'ensemble de ces données, c'est Magali Coldefi, enfin pour moi, hein, dans mes études. Je pense que c'est vrai ailleurs. Donc, construire une équipe, sociologue sans infirmière, avec effectivement des ressources affirmées au niveau du territoire national, nous donner effectivement l'opportunité et la chance de mettre en commun nos exigences, notre projet, nos compétences pour monter ce projet. Construire un comité de suivi, c'était l'idée d'avoir une représentation à la fois des établissements qu'on allait investiguer, à la fois des différents acteurs de la psychiatrie, avec l'idée d'une composition pluriprofessionnelle qui nous accompagne et à laquelle on se rencontre tous les 6 mois lors de séminaires thématiques où on travaille effectivement des objets communs. Alors, représentants des usagers, représentants médicaux aussi, lien avec la recherche et la coordination nationale, renforcement de l'équipe avec d'autres sociologues. Voilà à peu près comment on a constitué notre projet. Et je crois qu'après, c'est Frédéric. Oui, bonjour. Du coup, je vais prendre le truc. Ouais. Alors, peut-être, il a fallu tout l'art de Sébastien, Loïc, Yvonne et Jean-Paul pour construire aussi le projet pour qu'il devienne faisable. Et donc, on a déposé le projet auprès de l'IRESP. Donc, c'est un projet qui a été financé par l'IRESP. Voilà, c'est peut-être un petit point que je voulais préciser. Et très vite, pour dire le contexte, il a déjà été un peu dit. C'est l'idée qu'en fait, on était... étonné et surpris et parfois un peu dans l'expectative de comprendre ce qui faisait que dans certains établissements, on avait un recours assez faible aux mesures de coercition, contention, isolement et d'autres plus qualitatives, on va dire, moins mesurables. Et qu'est-ce qui fait finalement que dans un établissement, on n'utilise pas ou très peu ces mesures, alors que dans d'autres établissements, on les utilise parfois beaucoup. Voilà, donc c'était le point de départ de contexte et qui amène un certain nombre de questionnements liés. Effectivement, l'utilisation et la mobilisation massive de ces mesures peut entraîner des traumatismes pour les usagers, un vécu négatif pour les soignants, une rupture de l'alliance thérapeutique bien sûr, et mettre en difficulté les établissements. Et ça, c'est arrivé peu après le dépôt du projet, avec ce qui était alors un projet de loi et qui aujourd'hui est une loi qui modifie le régime de l'isolement et de la contention en France. Donc l'objectif, c'est d'étudier justement, plutôt que d'étudier, et c'est vrai qu'on avait souvent l'habitude de voir les dysfonctionnements en sciences sociales, d'aller voir là où les gens sont heureux de nous présenter leur travail, heureux de la qualité de leur travail aussi, et de nous montrer ce qui, selon eux, fonctionne pour permettre ce moindre recours à la coercition. Et donc on s'est dit, tiens, on va aller investiguer des établissements qui, historiquement, et d'autres peut-être un peu moins historiquement, se sont lancés dans une recherche de moindre recours à la coercition pour essayer de dégager les leviers, tout simplement. On est dans une recherche de sciences sociales, sciences infirmières, géographie de la santé, mais aussi de santé publique, donc dégager les leviers et les freins à une mise en œuvre du moindre recours à la coercition aujourd'hui. Alors, ouais. Les objectifs, donc c'est toujours celui-ci, de mieux comprendre le fonctionnement de ces établissements, leur impact, l'impact sur les usagers, l'impact sur les professionnels, autour de plusieurs niveaux. D'abord, les événements qui ont favorisé dans l'histoire de ces institutions ou de ces établissements le moindre recours. Donc il y a une dimension socio-historique qu'on essaye de mobiliser. Les savoirs, les compétences, Jean-Paul les a évoqués, ces savoirs contenants, mais aussi des savoirs d'organisation, c'est le troisième niveau. Quelles sont les formes qui permettent
les formes d'organisation qui permettent de moins recourir à la coercition au sein des établissements. Est-ce que c'est de renforcer l'extra-hospitalier, les alternatives à l'hospitalisation, ou l'hospitalisation qui devient une alternative à l'ambulatoire? Spécifier aussi, bien sûr, le rôle d'acteurs comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté, des associations d'usagers, des tutelles, et enfin identifier et analyser les effets du moindre recours sur les parcours de soins des usagers. Donc on va à la fois s'intéresser aux professionnels et aux usagers. Et je crois que j'en ai fini. Ah non, et c'est encore moi. Et donc trois tâches pour ce programme qui est assez simple en soi, mais qui, en fait, quand on s'y penche, est assez complexe. Un inventaire en France et à l'international des expériences de moindre recours à la coercition, donc qui prend la forme d'une revue de littérature, mais aussi d'une approche quantitative des établissements. Une deuxième tâche qui est l'étude intensive par monographie, donc par enquête ethnographique, avec le double regard sciences infirmières et sciences sociales sur 4 établissements qui sont moins coercitifs et qui ont une antériorité historique dans la moindre coercition, et l'étude de 3 établissements en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc là on y est, qui sont engagés dans un processus de changement de leur pratique, processus significatif qui transforme leur rapport à la coercition. Et voilà, et je vous remercie et je laisse la parole à Sébastien. Alors la tâche 1, elle repose, comme l'a dit Frédéric, sur plusieurs sources, plusieurs méthodes. Donc dans un premier temps, on s'appuie sur les rapports du CGLPL, voilà, qui sont au cours du temps de plus en plus précis, de mieux en mieux faits, on pourrait dire, et qui disposent notamment maintenant de synthèses. Donc voilà, dans un premier temps, on s'est appuyé sur les synthèses des rapports du CGLPL pour repérer les établissements qui étaient concernés par ce moindre recours. Ensuite, il y a la littérature française, mais aussi internationale. Donc là, on a la chance d'avoir l'aide de ASCODOC-Psy, de nombreux documentalistes du réseau ASCODOC-Psy, donc avec Véronique Joguecoste notamment, qui est là aujourd'hui, qui fait partie du comité de suivi, et ASCODOC-Psy, avec qui on a fait un partenariat et qui nous aide donc sur la tâche de la recherche documentaire. On y reviendra un peu plus précisément après. Donc on a aussi les données du RIMP contention-isolement. Alors vous savez, depuis récemment, on peut avoir les données donc sur isolement et contention. Et il faut passer... Alors les ARS en disposent, et donc ça nous a obligés à faire une convention avec une ARS, en l'occurrence l'ARS de la région PACA. Donc voilà les sources pour cette tâche 1 d'inventaire, de catalogue, à la fois d'établissement, mais aussi d'expérience de moindre recours. Alors... J'arrive pas à faire. Alors, la tâche 2, donc, c'est ce qu'on a appelé des monographies d'établissements moins coercitifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par moins coercitif ? On a retenu pour notre part 3 critères qui nous ont semblé déterminants. Donc, c'est le fait d'avoir la porte ouverte, la porte de l'unité ouverte, donc, et qu'il y ait des patients en soins libres ou en soins sans consentement. Des établissements qui auraient un faible taux d'isolement et ou de contention. Donc on va y revenir, ça pouvait être les deux, mais quand on pouvait avoir des établissements qui n'avaient pas de contention et qui avaient un taux d'isolement élevé. Donc c'était et ou. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié comme établissement ? On en a identifié 4 établissements, pôles ou secteurs, qui répondaient à ces critères et qui bénéficiaient d'une antériorité. Donc, il y a le centre hospitalier de Valvert, il y a le centre hospitalier Buech-Durance, ce qu'on appelle le pôle 5, 6 et 7 de Sainte-Anne. Alors c'est un peu trompeur, c'est un seul pôle et qui regroupe 2 secteurs, le secteur G03 et G04. Et ensuite, il y a donc à Lille le secteur G21, que peut-être vous connaissez, qui est peut-être de tout ça le plus connu, ou en tout cas qui publie, etc. Et qu'on a l'habitude, de les voir communiquer sur leurs pratiques. Alors voilà pour les établissements. Sur les portes ouvertes, donc en fait, tous les établissements, pôles ou secteurs que je viens de citer ont les portes ouvertes de leurs unités. Sur la contention, donc ça, ce sont les chiffres de 2020. Alors, on a pris la moyenne nationale pour se repérer là-dedans. Donc,
la moyenne nationale, c'est 20 patients pour 100 000 habitants de 18 ans et plus. Donc sur le centre hospitalier Buech-Durance, on est à 2,4, ce qui fait que, voilà, comme au regard de la population, ça fait 2 patients qui ont été contenus donc, sur l'année 2020. Le secteur G03 et G04 Sainte-Anne, on est donc à 9 sur le G03, 21 sur le G04, qui va constituer un peu, alors on l'a pris parce qu'il fait partie du pôle, et il va constituer un peu un secteur témoin. Donc, et essayer de voir notamment les effets un peu de, comme il appartient maintenant au même pôle, comment le G03 peut éventuellement contaminer le G04 qui peut-être va voir ses taux d'isolement-contention baisser. On ne sait pas, c'est la question. Ensuite, Valvert. Bon, Valvert, il a la particularité d'avoir interdit la contention. C'est donc inscrit dans son règlement. Et puis le PSM Lille Métropole, donc le secteur G21, 0 contention en 2020. 37 pour le G20, et pareil, qui va constituer une sorte un peu d'unité témoin. Alors, sur l'évolution du taux de recours à l'isolement, ça, ce sont les secteurs donc, dits historiques. Vous voyez donc en bas Lille en bleu qui est très très bas. Donc, Lille remplit un peu les 2 critères, à la fois contention mais aussi isolement. Sainte-Anne, le G03 est aussi en dessous de la moyenne nationale. La moyenne nationale, vous voyez, qui est en marron, là, en dessous de 40. Donc Sainte-Anne est largement en dessous, Buech-Durance aussi. Voilà, donc ça confirme bien, là aussi, toute la pertinence de ce choix. Lille, le G20, donc, il est autour de la moyenne, on le voit. Pour ce qui est donc après celui qui est en vert foncé, là, c'est l'autre secteur de Sainte-Anne. Et il y a Valvert. Alors Valvert, on voit qu'il y a 2 secteurs, c'est ceux-là qui nous intéressent plus précisément. Il y en a un qui est autour de la moyenne, avec des pics assez voilà, qu'il s'agira d'expliquer. Hein. C'est vrai que ça semble osciller beaucoup d'une année à l'autre. Et on a le 13 G07, où on a quand même, alors on a une diminution, mais vraiment très très légère. Mais pareil, ça fluctue. À savoir que Valvert s'est engagé très récemment dans une politique de réduction vraiment significative de l'isolement. Et si on regarde 2021, les courbes elles vont chuter de façon vertigineuse. Il y a moins 85% par exemple sur le secteur 13 G07, où vraiment, voilà, maintenant ils sont passés en dessous de la moyenne nationale. Voilà, donc maintenant Valvert, qu'on avait quand même retenu, est encore plus pertinent, on pourrait dire, parce qu'il a à la fois 0 contention et puis il y a un isolement qui semble de plus en plus faible. Yvonne ? Voilà, donc on a aussi en tâche d'aller observer les établissements qui sont en cours de transformation. Donc ces établissements, c'est le CHU de Saint-Étienne qui porte d'ailleurs l'étude, le CH du Puy-en-Velay et le centre psychothérapique de l'Ain. Donc l'idée, c'est que c'est des établissements qui partent plutôt de haut. Sur ces établissements, il y en a 2 qui ont été qui ont été vus par le CGLPL en fait et qui ont eu une recommandation, merci, en urgence du CGLPL pour leur utilisation de l'isolement et de la contention. Mais du coup, voilà, il y a vraiment eu sur ces dernières années un taux d'isolement et de contention qui a diminué, une volonté vraiment de transformer les pratiques. Donc vous voyez sur la diapo qu'ils partent tous de très très haut au-dessus de la moyenne française et que sur cette dernière année, il y a quand même une baisse très significative, ils passent en dessous. Donc on a eu des diminutions de 50, 60%, 70% sur certaines années de l'utilisation des mesures d'isolement contention. Après, voilà, c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on va observer, que sur les établissements récents, c'est pas stable en fait la diminution. Parfois, ça remonte un petit peu, même pour les établissements historiques. Parfois, voilà, on l'a vu sur l'île aussi, il y a parfois des sursauts et ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir observer. Pour la méthodologie, je ne sais plus. Non, je vais te laisser. Tu veux faire un oui, et juste pour préciser aussi, c'est vrai que sur les établissements en cours de transformation, l'idée c'est que la recherche vienne un petit peu en soutien de ces processus de transformation et notamment tirer profit de ce qu'on a pu observer dans les établissements historiques pour, voilà, dans une logique un peu de transférabilité de ce qu'on a pu
ce qu'on a pu voir. Alors sur les aspects méthodologiques qui concernent la réalisation de ce qu'on a appelé ces monographies, qu'on pourrait dire études intensives d'un établissement avec, en regardant un petit peu tous les aspects. Donc il s'agira d'articuler approche quantitative, donc avec données du RIMP et de la statistique annuelle des établissements principalement, mais aussi le recueil des données des DIM. On va essayer de travailler avec les DIM de façon assez rapprochée pour avoir des données qui n'apparaissent pas dans le RIMP ou la SAE. Ensuite, articulation avec méthode qualitative. On pourrait dire même principalement, on aurait dû le mettre avant, c'est une étude principalement qualitative qui vient avec un peu un volet quantitatif pour confirmer et en support. Alors sur le volet qualitatif, c'est des observations directes comme socle de connaissances, donc au niveau des unités, on a défini à peu près 10 jours, enfin ce qu'on avait écrit dans le projet, 10 jours pleins dans les unités. Peut-être ça sera un peu plus, peut-être ça sera parfois moins, mais voilà, c'est un chiffre approximatif. Ça sera en fonction de si on a de nouvelles questions qui surgissent et aussi en fonction des ressources, des ressources de la recherche. Alors sur l'aspect qualitatif, c'est important de préciser qu'on a ce regard bidisciplinaire qui va s'exercer sur les observations, donc sciences infirmières et socio-anthropologie, et qui va s'exercer donc sur une même unité et peut-être aussi sur des mêmes situations. Donc on a décidé d'être sur certains moments ensemble, en binôme, en même temps dans l'unité, comme ça on regarde une même situation avec des regards différents. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on observe chacune, est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'on n'est pas attentif et attentive aux mêmes choses, etc. Ensuite, des entretiens semi-directifs, donc à la fois collectifs et individuels. Donc des entretiens auprès un petit peu de l'ensemble des acteurs et des actrices de ces établissements, donc les équipes soignantes, pour observer le cœur de la pratique et puis ces biographies dont on a parlé, parce qu'on pense que ça se joue peut-être au niveau des biographies, des parcours professionnels, etc. Avec les personnels administratifs et techniques, donc là pour observer les aspects qui relèvent plus de l'organisation, de la dynamique institutionnelle, etc. Et puis avec des usagers et des usagères, donc pour explorer donc le vécu de l'hospitalisation, leur place dans l'établissement, à la fois en tant que représentants, mais aussi dans les unités, quand il y a des réunions communautaires, par exemple, etc. Est-ce que les patients sont impliqués pour rédiger le compte-rendu, ce genre de choses. Ensuite, méthode documentaire. Donc là, pareil, on est aidé d'Ascodocpsy sur cette tâche parce qu'il y a toute une littérature finalement qui reste interne aux établissements, qui est difficilement saisissable par les bases de données, donc qui vont nous aider aussi à recueillir toute cette littérature informelle. Donc c'est la recueil des projets d'établissements médicaux et de soins, mais aussi voilà la littérature interne sur l'histoire, le magazine par exemple de l'établissement, les comptes rendus de telle ou telle réunion, la vidéo de tel ou tel colloque, etc. Ils vont nous aider aussi à recueillir, à identifier en tout cas, et puis recueillir les publications des professionnels des établissements. Voilà. Il s'agira dans un dernier temps de faire aussi ce qu'on a appelé des entretiens de restitution et de validation. Voilà pour la méthodologie. Alors, point d'étape. Donc, la recherche a officiellement commencé en novembre 2021, se terminera en novembre 2023. Pour l'instant, où on en est? Alors la tâche 1, elle est en cours. Donc on a lu presque toutes les synthèses des rapports du CGLPL. Donc ça faisait quand même un gros travail. On a retenu un certain nombre d'établissements qui nous paraissent intéressants. Maintenant, il faut qu'on recoupe avec les données du RIMP pour voir si ce sont vraiment des établissements qui sont pertinents au regard de notre étude et de nos critères. Ensuite, il y a une recherche documentaire, une première recherche documentaire qui a été effectuée par Ascodocpsy. On a environ 500 références qu'il va falloir regarder attentivement, voilà, dont beaucoup de références anglo-saxonnes. Voilà pour la tâche 1. Et la tâche 2, donc, qui est la tâche, je rappelle, monographie sur les établissements historiques, elle est en cours. Il est question de faire de février à juin environ. Donc on a l'accord confirmé et puis des conventions qui sont signées avec les 4 établissements. Et donc on a les investigations qui sont en cours avec les premières observations et les premiers entretiens qui ont été effectués là très récemment. Donc on va vous présenter, alors la tâche 3 ça sera dans un second temps parce que l'idée c'était de venir en support, donc de d'abord observer les établissements historiques pour après raconter un petit peu ce qu'on avait vu aux établissements en cours de transformation. Et donc on a des premiers, on pourrait dire des premières données, mais plutôt c'est très impressionnant, vous allez voir, c'est même on a un petit peu organisé ça, mais ça reste très
comment dire, c'est plutôt des pistes en fait. Voilà, ça vient. C'est ce qu'on va aller devoir regarder, plus que ce qu'on vraiment nos résultats. Donc je laisse Loïc un petit peu présenter tout ça. Oui, donc voilà tout le tas de premiers repérages qu'on peut avoir après. Donc là, ça fait à peu près un mois qu'on a commencé l'investigation. Ça va encore du coup s'étendre, comme le disait Sébastien, jusqu'au moins juin. Mais voilà, certainement que ça risque de déborder. Alors pour les éléments, on va juste reprendre quelques éléments importants qu'on a pu déjà rencontrer lors de nos investigations. Alors on ne va pas tous les reprendre. Donc comme ça a été présenté dans la méthodologie aussi à différents niveaux. Donc des premiers repérages au niveau des établissements. Donc dans les établissements qu'on a cités, il y a différentes tailles, différents milieux dans lesquels l'établissement est implanté, hein, au niveau des villes, au niveau des campagnes. Donc ça sera à explorer aussi. Le rôle de l'ambulatoire, dans ces premiers repérages, on peut voir que l'ambulatoire est investi. Je me souviens de plusieurs infirmiers qui expliquaient l'importance de connaître l'environnement du patient. Dans cette idée d'environnement, c'est pas que le lieu de vie du patient, mais c'est aussi dans quel quartier il vit. Et donc régulièrement, il y a des VAD qui sont faites depuis, du coup, que ce soit l'ambulatoire, mais aussi également depuis l'hospitalisation complète. Donc voilà, il y a cette idée vraiment de travailler avec le secteur et aussi un gros travail de partenariat avec le réseau, voilà, les différents réseaux. La gestion des sorties non autorisées aussi, ça je pense que c'est un élément important parce que quand on parle d'ouverture, et ça a pu être évoqué les jours précédents, il y a toujours cette question de la fugue. Hein, donc quel regard l'établissement porte au niveau de ces sorties non autorisées. Dans les premiers repérages qu'on a pu faire, il y a la question de la fugue thérapeutique, comme ça a été évoqué. Hein, donc, on nous a beaucoup donné l'exemple de Toulouse, dont on a beaucoup entendu parler suite à trois fugues. Il y a certains, ils nous disaient, mais nous, il y en a 10 par jour. Hein. Mais voilà, c'est de quelle manière c'est intégré aussi dans un processus thérapeutique, et ça fait écho à l'item d'après, le rapport au risque. Hein, donc ça, c'est surtout les directions hein, qui nous rappellent aussi que travailler avec la fugue, voilà, quand tout se passe bien, ça va bien. Quand ça va un peu moins bien, c'est un peu plus compliqué. Et donc ils expliquent qu'ils ont souvent une épée de Damoclès sur la tête et qu'ils ne sont pas à l'abri aussi un jour de faire face à des situations compliquées comme Toulouse qui a dû refermer à un moment aussi pour se protéger. Et ça fera appel à un autre point qu'on verra par la suite, de l'impact des médias aussi et des représentations de la société sur les milieux de la psychiatrie. Voilà, l'histoire de l'établissement, donc on en a parlé, donc ça c'est un élément sur lequel on va se pencher aussi pour comprendre comment les choses se sont mises en place et comment elles font pour perdurer aussi dans le temps. Hein, donc ça fait écho aussi à la journée d'hier sur la filiation, la transmission. Donc dynamique participative, c'est vrai que c'est des établissements où souvent les professionnels sont impliqués, hein, où il y a des groupes de réflexion, il y a la participation de tous les corps de métier sont représentés dans les différentes instances, ainsi que celle des usagers. Un élément important aussi, et c'est quelque chose qui est arrivé aussi par hasard lors du choix de nos établissements, l'ensemble des établissements qu'on va explorer, il y a quand même quelque chose autour d'une culture de la psychothérapie institutionnelle, même s'il y a aussi des orientations rétablissement, mais il y a quelque chose aussi qui a l'air de faire corps un peu à ce niveau-là, au niveau de la psychothérapie institutionnelle, avec certaines limites aussi. Hein, tout le monde n'est pas d'accord aussi sur les représentations qu'ils ont de la psychothérapie institutionnelle, mais voilà, il y a quelque chose qui fait quand même socle dans les références théoriques des professionnels. L'attractivité de l'établissement, donc ça rejoint aussi après dans les unités qu'on a étudiées, où globalement les effectifs, que ce soit les effectifs médicaux ou les effectifs infirmiers, alors principalement les effectifs infirmiers dans les établissements qu'on étudie, où il n'y a pas de souci de recrutement. Hein, dans certains, c'est au niveau médicaux, où il n'y a pas de souci de recrutement. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui attire à ce niveau-là. Ça nous a permis aussi de balayer pas mal de représentations, en tout cas, c'est une supposition, hein, c'est les premiers repérages, de balayer aussi certaines représentations qu'on peut avoir sur ces unités qui isolent pas ou qui ne contiennent pas. C'est oui, mais du coup, il y a de la contention chimique, hein, on majore les traitements, etc. Des premiers repérages, a priori non, ce serait presque même le contraire. Dans les unités qu'on a investiguées, j'ai rarement vu des dosages de neuroleptiques, notamment à visée sédative, aussi basses. Hein, donc bon, ça sera à vérifier par la suite. Souvent, ce qu'on pouvait entendre aussi, c'est oui, mais c'est parce que les patients compliqués, ils les envoient dans les autres établissements. Ce qui n'est pas vrai, ce serait même l'inverse.
Quasiment tous les établissements qu'on va investiguer ont un taux d'occupation, en tout cas pour moi ceux dont j'ai en tête, d'à peu près 70%. Et donc du coup, ils accueillent énormément de patients d'autres établissements, et donc pas en chambre d'isolement vu qu'il n'y en a pas, ou de contention. Voilà, donc nous, c'est vrai que quand on est allé investiguer, pour l'instant, tous les lieux qu'on a investigués, les chambres d'isolement étaient vides. Ou alors, il y a une situation où il y a eu un isolement qui a dû être nécessaire, mais pendant une courte période. Et après, ça enchaîne du coup sur les autres éléments, sur une sorte de préoccupation constante du patient. Alors, on a tous cette préoccupation du patient, mais là, je trouve que dans les unités qu'on a investiguées, il y avait quelque chose d'assez frappant aussi sur... on l'a toujours en tête, le patient. Que ce soit le patient qui soit dehors, que ce soit le patient qui soit dedans. Et on le voit notamment dans le lien qui est tissé avec le patient, avec beaucoup de patients qui appellent les services pour voilà, je viens d'apprendre un morceau de guitare, est-ce que tu es d'accord pour que je te le joue? Et au téléphone, on entend le patient qui joue de la guitare et les infirmiers qui écoutent, qui valorisent, qui félicitent. Voilà, donc jour comme nuit, ça arrive, ces choses-là. Et j'avais jamais vu. Bon, je vais me dépêcher alors. Donc voilà, vraiment un souci du patient. Ça fait le lien aussi. Alors bon, ça sera peut-être aussi la question de l'accueil. On est tous accueillants dans nos services, j'imagine. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est accentué aussi par rapport à ce que nous, on peut connaître dans nos pratiques. Et on le voit très bien à la manière dont les patients, eux, viennent nous accueillir quand on rentre dans l'unité. Quand on rentre dans l'unité, les patients sont extrêmement contents de nous voir. Ils sourient. Ils ont peur de déranger aussi les collègues qui sont en réunion. On voit qu'il y a une attention vraiment à l'autre. Et donc ça, voilà, c'est des éléments qu'il va falloir qu'on explore. Des points importants auxquels je vais aller vite. Alors bon, c'est souvent aussi la question des activités. Énormément d'activités. Sur l'extérieur, dans le service. La question des effectifs, du coup, qui ne se pose pas trop parce qu'il y a quelque chose autour de l'équipe aussi qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a certaines unités, dans l'équipe, la journée, il ne restait plus que le médecin et la SH parce que les 3 infirmiers étaient en activité sur l'extérieur. Mais voilà, pour eux, ça fait partie du soin. L'activité, c'est le soin, donc du coup, on met les moyens à disposition. Donc il n'y a pas plus d'effectifs, mais on s'autorise aussi à quitter l'unité. Et la question du seuil d'alerte, c'est aussi quelque chose moi, que j'ai repéré où ça m'a fait beaucoup penser à... J'ai exercé en UMD pendant une petite année et en UMD, on a l'impression que c'est les fous dangereux, c'est là où il y a le plus de violence, mais en fait, il y a tellement de moyens et de contenance que dès qu'il y a un petit doigt qui est levé, les situations sont rapidement apaisées. Et là, c'est un petit peu la même chose que j'ai remarqué où le seuil d'alerte, il est extrêmement bas dans ces unités-là. C'est-à-dire qu'au moindre bruit, au moindre symptôme un petit peu bruyant, il y a tout de suite une mobilisation de l'équipe. Donc, qui se fait vraiment à bas seuil et qui permet de prévenir beaucoup de situations a priori. Alors, faudra explorer, mais moi, dans ma pratique, la tolérance était beaucoup plus élevée. Plus élevée. Donc, du coup, on attendait que le symptôme soit beaucoup plus important pour intervenir. Et donc, du coup, souvent, il était déjà trop tard. Donc, ça sera peut-être un élément à repérer aussi. Voilà. Quelques nuances quand même. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la psychothérapie institutionnelle. Même si tout le monde est plutôt clair à ce niveau-là, en tout cas à l'état de nos investigations, il y a certaines aussi, pour certains, la psychothérapie institutionnelle n'est pas suffisamment développée et ce qui se passe n'est pas forcément aussi à l'image de la psychothérapie institutionnelle. Mais si Oury disait qu'il n'y avait pas une seule psychothérapie institutionnelle, mais qu'il y avait des psychothérapies institutionnelles. Donc bon. La question des médias, c'est ce que je vous disais, on a bien vu avec Toulouse que les médias peuvent facilement aussi impacter la manière dont peut se renfermer un établissement. Et ça a été intéressant de voir justement l'annonce de Radouanaoui à Toulouse qui disait que quand ils avaient fermé, c'était justement à cause de cette pression médiatique. Voilà. Est-ce que Peut-être, oui, et juste au niveau des... ce qui nous semble aussi, c'est que même s'il y a des désaccords, des points de vue dissidents, que par exemple sur l'isolement à Val-Vert, ils sont en questionnement avec des points de vue très contrastés. Il y en a qui disent qu'il faut supprimer les chambres d'isolement, d'autres qui disent qu'il faut réduire, il y en a qui disent que c'est thérapeutique, il y en a qui disent que c'est pas thérapeutique, etc. Donc il y a des désaccords un peu comme partout, mais là peut-être ce qui nous semble un petit peu caractériser ces établissements, c'est peut-être la culture du débat, énoncer son point de vue, énoncer un point de vue dissident différent et reste possible.
la confrontation reste possible, etc. Tout le monde vient en parler. On a assisté notamment à une réunion qui s'appelle « Soigner les pratiques professionnelles ». Il y avait 40 personnes qui représentaient un petit peu tous les métiers de l'hôpital, donc ça nous a paru quand même fort, avec tout le monde qui pouvait parler et exprimer ses difficultés. Voilà. Et puis le dernier point, oui, c'est réflexion méthodologique. On a encore des doutes, individuels, collectifs. Pourquoi faire des entretiens collectifs? Pourquoi des individuels? On n'est pas encore au clair par rapport à ça. Et jusqu'où tirer les fils aussi, par exemple. Jusqu'où faut-il explorer les biographies? Voilà, avec Loïc, on a eu des débats là-dessus. Jusqu'où on doit remonter, voilà, sur un psychiatre qui est là depuis 40 ans dans l'établissement. Est-ce qu'on doit s'intéresser dans le détail à son parcours, ce qui prend du temps quand même, par exemple, et qui est aussi un travail un petit peu spécifique. Et puis l'histoire aussi. L'histoire, est-ce qu'on doit aller interroger des acteurs historiques? Tout ça est évidemment très intéressant, mais il y a la question aussi, voilà, des ressources, comme je le disais. Donc on a des questionnements par rapport à ça et qui relèvent peut-être aussi d'une différence de regard, socio-histoire, sciences infirmières, etc. Voilà, c'est à peu près tout. On va prendre 2 questions. C'est trop juste, Jean-Marie? D'accord. On prend 2 questions, on commence et puis on y va. Hein? De toute manière, on va essayer. Alors, oui, si quelqu'un veut réagir. Bonjour, je suis Solène Alain, infirmière en CMP. Et simplement, dans les facteurs à étudier, je me posais la question des formations des soignants. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez explorer sur la gestion de crise, tout ce qui va être technique de désamorçage, etc. Est-ce que ça va impacter leur pratique de la contention ? On a fait également passer un questionnaire aux unités du coup qu'on va investiguer, où justement on demande à tous les professionnels, peu importe leur spécialité, infirmiers, aides-soignants, ASH, secrétaires, médecins, etc., justement leur parcours au niveau des formations, justement pour repérer ces éléments-là. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a une question, c'est que on a enfin voilà, on peut vraiment pas dire grand-chose encore, hein, ça fait un mois. Mais ce qui nous a semblé, mais ça sera vraiment à creuser, c'est qu'il n'y avait peut-être pas des formations spécifiques, mais que ça se faisait beaucoup dans l'informel ou dans le tutorat, mais pas des formations identifiées, etc., spécifiques. Mais que voilà, mais il y a quelque chose à creuser indéniablement de ce côté-là sur comment on apprend effectivement à travailler peut-être comme ça. Et c'est notre grande question. Et même nous, on dirait qu'ils ne savent pas trop l'expliquer. Ils disent ça transpire des murs en fait. Et nous, on disait ça ne nous suffit pas ça comme explication. On veut vraiment comprendre comment vous avez appris, c'est quoi le processus de formation dans votre établissement. Mais c'est évidemment essentiel. Ouais. Et voilà, donc la transmission, la formation. Ouais. Après, pour compléter, c'est vrai que ça a été très compliqué. En fait, c'est très compliqué de questionner des gens qui n'ont pas l'habitude, enfin qui n'isolent pas et qui ne contiennent pas, de les questionner sur l'isolement et la contention, vu que c'est des pratiques qu'ils n'ont jamais faites. Et du coup, ils ont pas et justement pour eux, c'est inconcevable qu'on puisse isoler ou contenir des patients. Et du coup, c'est très particulier parce que nous, on avait nos représentations et on voulait les questionner là-dessus. Et c'est pas si simple en fait quand on n'a pas pratiqué. Pardon. Ouais. Chantal. Oui, pardon. Non, je veux dire, oui, c'est là où l'observation in situ est intéressante, parce que on peut dire, je vois pas ce que c'est que contenir, mais après, on peut être en situation où on contient. Enfin, et c'est là où, dans une approche méthodologique d'observation in situ, plus ethnologique, il y a des choses qui peuvent être repérées. C'était juste ça. Oui, mais c'est un changement. Nous, on raisonne par alternative et ils ne sont pas dans l'alternative parce qu'ils le font. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Pardon. Oui, donc Fouad Belmounès, infirmier de recherche clinique sur le CHU de Saint-Etienne. Je voulais simplement savoir si les données que nous avions recueillies dans le cadre de l'audit croisé que nous avions fait il y a 4 ans maintenant, je pense, si ces données vont vous servir de base pour réfléchir, pour voir un peu l'évolution de cette thématique du moindre recours à l'isolement et à la contention mécanique. Alors, pour les gens qui ne sont pas au courant, cet audit croisé régional
qui nous avait été confié faisait suite à un groupe du CRMC sur le repérage du moindre recours, travail qui avait été entamé avant la loi de 2016, je tiens toujours à le signaler. Les résultats de ce travail avaient été redistribués sous forme d'un audit croisé régional, et l'idée c'était de stimuler effectivement sur les alternatives et renforcer le répertoire de ressources professionnelles. Donc forcément c'est un document qui fait partie de nos ressources bibliographiques, et on va forcément retrouver dans les pratiques contenantes des équipes un certain nombre des constats ou pas qu'on avait fait dans les retours d'expérience au niveau du répertoire de ressources objectivé dans le rapport audit croisé. Il va nous servir à ce moment en titre comparatif. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça l'enrichit encore? Voilà. Dernière question. Non, c'est bon? Ah, encore un, il y en a dernière vite fait. Bonjour Grégory, je suis de l'EPSM de l'agglomération lilloise dans le Nord. J'ai une réaction, je réagis à ce que vous avez dit sur l'interrogation des équipes qui n'ont pas l'habitude effectivement d'isoler, de contenir par rapport à votre étude. Alors je m'interroge juste par rapport à un des établissements historiques, donc l'île Métropole, G20, G21, où on a vu une grosse différence entre les deux. Effectivement, est-ce que les deux secteurs sont interrogés ou vont être interrogés, ou alors c'est seulement spécifiquement un des secteurs, le G21, qui n'isole pas puisqu'il n'a pas de chambre d'isolement? Effectivement, c'est compliqué. Alors c'est un peu tôt pour aller spécifiquement dans les données, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, parce qu'on est au début et on n'a pas encore fait les observations, donc on ne peut pas non plus trop influencer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les deux ont été choisis pour quand même le fait qu'ils vont historiquement vers le moindre recours. Même si là, le G20, les derniers chiffres sont plus hauts, historiquement, ils sont quand même plutôt très bas. C'est récent que c'est monté. Il y a des explications, il y a des choses qui vont être analysées, et probablement que l'année prochaine, ce sera bas. Mais il y a vraiment eu un regard précis avec Magali Goldefy, des données sur plusieurs années. On a regardé, je crois, sur les 10 dernières années, les taux, et quand même, les secteurs ont été choisis pour ça. Donc oui, les deux vont être investigués. Merci. On va passer à la synthèse. 3 minutes.